Bonsoir chers internautes de Wow Africa TV, ravi de vous retrouver encore une fois dans votre émission À l'écoute d'eux. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur du nom de monsieur Robert Bourgi qui n'est plus à présenter. Donc, comme vous le savez, c'est un avocat et un conseiller politique et nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui. Bonsoir monsieur Bourgi. Bonsoir Cathy. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ravi de vous avoir dans notre émission. Alors, ma toute première question, monsieur Bourgi, c'est comment la gouvernance sous la présidence du président monsieur Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko répond-elle aux enjeux actuels de l'Afrique de l'Ouest? D'abord, il faut dire que en mars 1924, l'élection de Bassirou Diomaye Faye, à la surprise générale, mais peut-être pas à ma surprise, a peut-être considéré comme un bouleversement total de la politique au Sénégal depuis les années 60, et ça offre un nouveau visage de ce que pourrait être la politique en Afrique de l'Ouest. L'émergence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée de régime militaire n'est pas un retour en arrière au temps des putschs au début des années 60. Le Togo, le Ghana et tant d'autres pays, vous voyez. C'est une nouvelle émergence d'une forme de politique nouvelle. Les régimes militaires qui sont apparus au nord du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, sont provoqués par la faillite des pouvoirs civils et ils sont approuvés par l'opinion publique nationale de ces pays. Et le Sénégal, ma foi, sans être un régime militaire, le peuple a envoyé à la tête de l'État sénégalais une nouvelle classe politique. Mais c'est un bouleversement total. Moi qui ai connu de près les républiques, les différentes républiques du Sénégal depuis 1960, je puis vous dire que le personnage, la personnalité de Diomaye Faye, aidé de M. Ousmane Sonko, est quelque chose de totalement différent par rapport à ce que l'on a connu sous Macky Sall, sous Wade et sous Abdou Diouf. Effectivement. Donc récemment, vous avez mentionné que vous retrouvez un peu de l'ancien président Abdoulaye Wade en Sonko et aussi que son discours vous rappelait un tout petit peu Feu Mamadou Dia. Pensez-vous que la collaboration entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye pourrait former un duo politique aussi puissant que ces deux grandes figures politiques qui étaient là? Le duo, moi j'utilise le terme tandem, qui peut prêter quelquefois au scepticisme et au doute, parce qu'on a vu des tandems exploser en Afrique, ne serait-ce qu'à côté du Sénégal, le tandem Aziz et Ghazouani. Bon, moi je crois dans la solidité de ce tandem. Et il y a chez Diomaye Faye quelque chose qui n'existe pas chez Ousmane Sonko. Mais c'est bizarre parce que ces deux personnages différents sur le plan du tempérament et du caractère, mais qui s'équilibrent. Diomaye Faye, c'est la sérénité faite homme, c'est la douceur faite homme, c'est le calme fait homme, alors qu'à côté, il y a un personnage hors norme, au charisme immense, au tempérament volcanique, au verbe très haut. Et d'ailleurs,
avant qu'il n'accède au pouvoir, je faisais les éloges mérités de Ousmane Sonko, alors qu'il était en prison. J'ai dit que c'était un personnage charismatique, à l'équation personnelle immense, au fort tempérament, mais ce que je lui reprochais, c'était son verbe violent. Il avait le verbe violent. Bon. Que l'on peut comprendre quand on est dans l'opposition. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko est Premier ministre d'un gouvernement. Il se trouve que c'est le gouvernement sénégalais. Ça n'est pas un gouvernement d'autres républiques africaines que je ne voudrais pas nommer. Mais c'est le gouvernement de la République du Sénégal. Et je pense qu'au fur et à mesure des semaines, le volcan qui est en lui aura tendance à s'apaiser, et il va l'apaiser. Mais les deux, ces deux contrastes, mais qui s'équilibrent en même temps. Et je l'ai comparé un peu à Abdoulaye Wade, parce que Abdoulaye Wade a traversé une période, il traversait souvent des périodes où il était un volcan. Moi, je l'ai vu à Paris, face au président Sarkozy. Je puis vous dire que les termes qu'il utilisait, et Sarkozy n'était pas habitué à ce langage. Quand il écoutait Bongo et les autres, bon, c'était doucereux, c'était gentil et tout. Quelquefois, Abdoulaye Wade savait s'exprimer. Bon. Et j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Au Sénégal, au lycée Van Vaux, il y avait des Sénégalais, des Maliens, des Voltaïques à l'époque, des Mauritaniens. C'était l'agora. On faisait de la politique alors qu'on avait 15, 16 ans, 17 ans. Et il y en avait un qui nous impressionnait beaucoup, c'était Mamadou Dia. Mamadou Dia avait, d'abord c'est un homme à l'intelligence exceptionnelle, au verbe posé, mais à la fermeté de ses convictions. Et c'est ça qui a fait que Senghor l'a emporté sur Mamadou Dia, pour la simple unique raison que je vais faire une confidence à votre télévision, c'est que, comme vous le savez, je l'ai assez dit, Jacques Foccart était un ami de la famille, oui. C'était un ami de mon pauvre père. Et quand plus tard, je me suis lancé dans la politique, et que par la grâce de Dieu, je suis devenu un familier de M. Foccart, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais le coup d'État de Mamadou Dia, il avait à côté de lui les militaires, il avait le général Fall et compagnie. Comment se fait-il que Senghor l'ait emporté, M. Foccart? Il m'a dit, il l'a emporté parce que je l'ai décidé. Jacques Foccart avait décidé que ça serait Senghor. Et c'est là qu'il a fait sortir l'armée, aidé en cela par l'ambassadeur de France, à l'époque à Dakar, Claude Étier de Bois-Lambert, un compagnon de la Libération, un proche compagnon du général de Gaulle. Ils ont fait en sorte que ce soit Senghor qui l'emporte. Et Mamadou Dia s'est heurté pour la première fois, la seule et unique fois, au tutorat de la République française sur la République du Sénégal. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, à l'époque et pendant longtemps, rien ne se décidait dans les capitales africaines s'il n'y avait pas le feu vert du général, mais en fait le feu vert de M. Foccart. Il m'a dit « parce que je l'ai décidé ». C'est un terme très fort. Et j'ai dit « bon, il va falloir que je le dise ». Et aujourd'hui, je vous le dis, Cathy. Oui. Alors, une très grande révélation par rapport à Mamadou Dia et l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est une révélation qu'on ne s'attendait pas par rapport à tout ça. Et cependant, aujourd'hui, l'actuel gouvernement dirigé
par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Vous avez notifié lors d'une de vos passages dans une émission que ce nouveau régime venait tout juste de commencer, mais que vous aviez un espoir, autant pour moi, très très grand par rapport à eux et qu'on devrait les laisser se déployer et montrer ce qu'ils savaient faire. Est-ce votre expérience en politique qui vous fait dire ça ou juste un citoyen sénégalais qui croit en ces jeunes? Moi, j'ai l'expérience de 3 présidences. Depuis 81, depuis l'accession de Diouf à la présidence de la République, je me suis, passez-moi l'expression, frotté à l'exercice du pouvoir au Sénégal, et je les ai vus évoluer, je les ai vus gouverner, je les ai vus parler, je les ai vus négocier, je les ai vus établir leurs relations avec l'ancienne puissance coloniale, et je trouve en Diomaye Faye et en Sonko 2 personnages totalement différents. Totalement différents. Rien n'est plus différent de Macky Sall, même de Wade et de Diouf, que le tandem que constitue Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Tout est différent dans le discours, dans le langage, dans le comportement et dans le verbe. Ils veulent épouser. Vous savez, le général de Gaulle avait un axiome pour sa politique étrangère. C'était le mouvement général du monde. En 1964, à la surprise générale, c'est lui qui est le premier chef d'État occidental à reconnaître la Chine populaire. Il fallait le faire en 1964. Il avait dit « Cette puissance sera une puissance majeure dans l'exercice du monde ». La preuve en est 50 ans après sa mort. Et c'est un tandem qui va réussir. Ils ont des qualités personnelles, ils sont issus d'une grande école. Et vous savez, en prison, madame, je vous appelle madame Cathy, en prison, ils ont eu le temps, ils ont pris le temps de lire, de parler, de se cultiver, d'écouter, de se renseigner, d'échanger et de voir comment évoluer le pouvoir au Sénégal. Moi, ils sont en période, qu'ils me pardonnent cette expression, d'apprentissage. Ça fait 9 mois qu'ils sont là. Il ne faut pas se hâter pour les juger. L'inexpérience, parce que ça n'est pas leur manquer de respect, l'inexpérience fait que ça les amène à déraper un tout petit peu. Vous voyez, moi, dans une émission, j'ai dit que je ne comprenais pas l'acharnement du pouvoir actuel contre la presse. Parce que je suis, comme vous savez, vous êtes jeune, Cathy, depuis des années, j'ai forgé des amitiés solides et durables et sincères et fraternelles avec la plupart des grands journalistes de ce pays. Ils étaient tous, je dis bien tous, en dehors du soleil, ils étaient tous pour Sonko. Et pas Diomaye Faye, on n'en parlait pas. Oui. Ils étaient tous pour Sonko. Tous. Et je n'ai pas compris que tout d'un coup, le Premier ministre, parce que c'est lui, c'est le chef de l'administration, le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Le chef de l'administration, c'est Ousmane Sonko, le Premier ministre. Je n'ai pas compris cet acharnement. Et peut-être a-t-il des raisons de le faire, mais on ne se met pas à dos la presse. On ne la muselle pas, la presse. La presse était avec eux. La presse était avec lui, Sonko. Et j'ai la parole libre. Tout le monde sait que j'ai la parole libre. Et très respectueusement, je lance à travers vous un appel au Premier ministre Ousmane Sonko pour lui dire de réviser un peu son attitude vis-à-vis de la presse. La presse a besoin de liberté, a besoin de s'affranchir du pouvoir. Elle a besoin aussi d'argent. Il ne peut pas y avoir une presse
quand elle est pauvre. Là, j'ai appris par mes camarades et amis journalistes que, bon, ils n'avaient presque plus d'argent pour vivre, pour survivre. Et c'est la réalité. Et je suis bien placé pour savoir qu'ils sont à la recherche de moyens de subsistance. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. On trouve toujours un terrain de conciliation. Je pense avoir répondu. Par rapport à ça. Alors moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la presse. Donc effectivement, vous dites qu'il ne doit pas se mettre à dos la presse. Aujourd'hui, étant donné qu'il avait souligné dans le temps que la presse ne l'avait pas soutenu quand il se battait contre l'ancien régime, ne pensez-vous pas que c'est à cause de cela qu'il met le doigt dessus? Alors je crois que le Premier ministre Sonko ne devait pas lire les mêmes journaux que moi, ne devait pas entendre les mêmes journalistes que moi. Ils étaient vent debout pour lui. Qu'il me pardonne de dire qu'il se trompe. Robert Bourgi lui redit que les journalistes par dizaines que je fréquentais, avec lesquels j'entretenais des relations épistolaires ou téléphoniques depuis Paris, étaient tous vent debout pour lui. Tous ceux que j'ai connus. Non seulement ils étaient pour lui, à travers leurs écrits. Je prends Wolf Quotidien, je prends l'Obs et tant d'autres. Non seulement ils écrivaient in situ, ici, des articles pro-Sonko, mais ils alimentaient leurs collègues de l'extérieur en information pro-Sonko. Et ils y ont été pour beaucoup dans ce que la presse en France ait pris le parti de l'opposition contre le régime. Voilà aussi une chose que je n'ai jamais dite. Oui, effectivement. Par rapport à vos révélations, on a vu récemment l'une de vos interviews avec Maïmouna Ndour Faye de la CTV, où vous aviez fait une confession par rapport au l'ex-président Macky Sall qui vous a confié lors d'un appel quand il était à la Mecque que maintenant il voulait se retirer et laisser la place aux jeunes. Certains ont donné des aperçus par rapport à ce que vous avez dit et ont souligné est-ce que ce n'était pas une manière pour vous de redorer l'image de l'ancien président Macky Sall auprès de certains Sénégalais? Vous voyez, mes enfants, 50 ans, 45 ans, 28 ans, et mes petits-enfants, 20 ans, 18 ans, m'ont initié à TikTok, comment ça s'appelle là? TikTok. Oui. Et je lis. Sur 40 choses qui me concernent, 37 c'est des bêtises. Mais véritablement, je lisais aujourd'hui que Robert Bourgi, vous l'avez entendu hier avec Maïmouna, taux d'audience 85%, tout le monde le couvre d'éloges et tout, mais il est en mission. Il est en mission, c'est la France-Afrique. Mais, excusez-moi, c'est des conneries. C'est des conneries, des bêtises. Je ne suis en mission pour personne. Je suis en mission, si, pour quelqu'un, pour Robert Bourgi. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Je ne suis pas là pour redorer le blason de Macky Sall. Je suis là pour dire la vérité. Je ne puis pas, étant moi-même 2 fois pèlerin, 2 fois Hajj, j'ai été 2 fois à la Mecque, donc je sais dans quelle position nous nous mettons, nous, musulmans, lorsqu'habillés d'une petite toge, on est en face de la pierre sacrée. On n'a pas droit au mensonge, là. Absolument pas. Et quand je reçois, moi, les confessions de Macky Sall, j'ai le sentiment que je suis avec lui face à la pierre sacrée. Et j'ai dit la vérité. Je ne voulais pas redorer le blason de Macky Sall. Le 24 juin, à 20h, au palais présidentiel, quelques jours avant qu'il l'annonce au peuple, il m'a fait venir, il m'a dit « J'ai quelque chose de très important à te dire ». Je lui ai dit « Il n'y a pas de problème, je pars ce soir, mais ne me garde pas trop longtemps ».
Et il me dit, non, non, mais je ferai en sorte que tu ne rates pas l'avion. Et il m'a dit, je ne ferai pas de troisième mandat. J'ai fait des études par des professeurs de droit, même toi qui es prof de droit, j'ai le droit de faire un troisième mandat. Mais je ne le ferai pas, Robert. En dehors de ma famille et de mes 2 plus proches collaborateurs, personne ne le sait. Il m'a fait cette confidence. Il m'a dit, ne le dis pas, parce qu'au début juillet, je vais l'annoncer au peuple. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Il me dit, je suis fatigué. Les 3 dernières années m'ont beaucoup marqué. Depuis 21, il y a des troubles en permanence. Et voir des jeunes tomber à cause des troubles à l'ordre public, s'il y a des forces de l'ordre, c'est pour réprimer les troubles à l'ordre public. Un jour ou l'autre, ce qu'à Dieu ne plaise, un jour ou l'autre, peut-être que le tandem gouvernant ici aura face à lui à se heurter à des troubles à l'ordre public, on ne sait jamais. Regardez ce qui s'est passé à Ziguinchor. Vous voyez, c'est le début de quelque chose. Bon, il m'a dit, j'en ai assez. Robert, je souffre trop, voir des jeunes qui meurent, et il est temps pour moi de laisser la place aux jeunes, de partir. J'ai envie de vivre, j'ai envie de lire, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me consacrer à ma famille. Et il a même ajouté ce que j'ai oublié de dire hier. Il m'a dit, tu sais, je suis un paysan, je sais d'où je viens. Il m'a dit, il m'a dit, on dirait que ce soir-là, j'étais un psychanalyste et je lui faisais la cure psychanalytique. Il me dit, je suis un paysan. Je sais d'où je viens, Robert. De fatigue, toi qui connais tout ça. Je suis un paysan, moi. Mon père est du peuple, du bas peuple. Et je suis de là-bas. Ça me manque aussi. Et je suis fatigué. Il m'a dit, je suis fatigué. Voir mourir les jeunes, donner des ordres, les troubles, les blessures, les morts, le vandalisme, le pillage, les incendies, ça me fatigue, je n'en peux plus. Je vais terminer et m'en aller. Et c'est là que en juillet, il l'a annoncé au peuple. Oui. Et j'ai eu la surprise, l'agréable surprise, parce qu'il m'a rapporté un chapelet de là-bas. Je fais la collection des chapelets. Mais enfin. Et il m'a appelé, il me dit, je suis en face de la pierre avec Marème. Nous prions pour le pays, nous prions pour nous, nos parents, et nous prions pour toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi pendant 12 ans, et pour tout ce que tu as fait pour le pays. Et je lui dis, pense à toi, à tes prières et tout. Il me dit, mais je dois te dire aussi, je suis un homme seul. Seul. 3 fois il l'a dit. Et j'ai été trahi. J'ai été poignardé, Robert. J'ai fait la fortune de personnes, la fortune financière, la fortune politique, et je n'ai pas été remercié. J'ai souffert d'ingratitude, et des personnes comme toi, il n'y en avait pas beaucoup. Je dis, je suis comme ça, moi, Macky, moi je t'aime. Je lui dis, moi je t'aime, Macky, et j'aime mon pays, et je te sers. J'ai servi avant toi Wade, j'ai servi avant toi Abdou Diouf. Ça s'est fait comme ça. Lorsque Diouf a perdu le pouvoir démocratiquement, c'était un seigneur Diouf. C'était, je l'ai dit quelque part, c'est la classe absolue. Oui. Il m'a dit, je lui ai dit, mais Abdou, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me dit, tonton Abdoulaye. Oui. Je t'ai entendu, tu l'appelles tonton Abdoulaye. Tu vas travailler avec lui. Je lui ai dit, mais moi je ne connais pas Karim. Karim, on me dit que c'est lui, le phénix. Il m'a dit, tu es avec tonton Abdoulaye. Et quand Abdoulaye Wade est parti, spontanément, mission était donnée d'aller auprès de Macky. Je suis là. Et aujourd'hui, je suis confiant. 70% de la population du Sénégal sont constitués de jeunes. Ouais. C'est leur force. C'est leur force. Et au poste de Premier ministre, il y a un homme tout à fait exceptionnel. Totalement différent de Diomaye. Oui. Mais il s'équilibre. Vous voyez, ce sont deux personnages différents, mais qui en fait constituent une unité, un bloc.
Ils se sont distribués les tâches. Alors quand j'entends dire, hier, pas plus tard qu'hier, ici, à l'hôtel, Oui. je suis allé prendre un café, arrive un cacique de l'ancien régime, un cacique. Il me dit, oh, grand frère, ça ne va pas tenir longtemps. Hein. Je lui dis, tu vas arrêter tes bêtises, toi. C'est un ancien ministre. Je lui dis, mais vous allez arrêter les bêtises, mais laissez-les gouverner, laissez-les grandir, laissez-les montrer ce qu'ils peuvent faire. S'ils ratent, ils vont s'améliorer et ils vont aller de l'avant. Mais il faut arrêter de rêver. Et je lui ai même dit, vraiment, à t'écouter, on dirait que c'est le cimetière des illusions perdues. Ils veulent exister, ils ont été balayés. C'est clair, net et précis. Et madame, je ne sais pas si l'Éternel me permettra de vivre, mais dans 5 ans, ils seront reconduits. Dans 10 ans, ils seront là encore. Pourquoi? Parce que les gamins qui ont 12, 13 ans aujourd'hui, vont voter dans 5 ans. Mais ils vont voter pour qui? Ils vont voter pour des gens que l'on conjugue au plus que parfait. Je ne sais pas, mais ce soir, je vous fais une confidence. Oui. Ce soir, hier, j'ai dit que j'allais voir Amadouba aujourd'hui. Oui. C'est reporté à ce soir parce que j'avais une autre interview cet après-midi. Je le vois tout à l'heure. Oui. Et il va me poser la question. Je lui dis, Amadou, Gabal m'a dit, aide les jeunes. Tu as 63 ans. Dans 5 ans, tu vas avoir 68 ans. Ils seront encore en turbocompresseur. Et 5 ans après, tu vas avoir une canne. Alors, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'être utile à ton pays en mettant ton carnet de relations au service de ces jeunes, dont tu fus le maître. Il a été leur maître pendant 20 ans. À l'ENA, au ministère des Finances. Et j'ai une chose à vous dire, madame. Oui. Écoutez-moi bien. J'ai discuté des heures et des heures et des heures avec Macky Sall. Mais j'ai discuté peut-être encore plus longtemps avec Amadouba. Jamais il a eu un mot de travers à l'endroit de ses anciens élèves, de ses anciens étudiants, que sont Sonko et autres. Jamais. Et quand je l'ai dit, pendant qu'Ousmane Sonko et les autres étaient en prison, j'avais pris plaisir à nouer des relations avec des gens du PASTEF, mais des cadres de très haut niveau, ministère des Finances et au ministère du Plan et compagnie, de PASTEF. Oui. Ils étaient de PASTEF. Très respectueux à mon endroit, ils savaient qui j'étais, et bien, je les voyais ici, là. J'ai souvent la même suite. En bas au restaurant, je m'affichais avec eux. J'allais au lagon avec eux. J'allais aux Almadies manger des brochettes avec eux. Macky Sall j'informais toujours Macky. Je lui dis, Macky, tu sais, je voudrais pas qu'on vienne te raconter des bêtises. Oui. Je dîne avec telle et telle personne. Voilà le nom et les prénoms. Et un jour, c'est bon à savoir, je déjeunais au lagon avec 2 d'entre eux. Mais d'abord des hommes magnifiques, beaux comme tout, intelligents, élégants, magnifiques. Et j'étais au lagon, mon téléphone sonne. Je regarde, il me dit, alors, c'est bon ce que tu manges? C'était Macky Sall. Je lui dis, Président, comment as-tu su que j'étais là? Et il me dit, si tu regardes un peu sur ta droite, tu vas voir quel est mon informateur. Mahol, ça m'a beaucoup tourné. Et j'ai vu un homme, une petite barbiche, je n'en dirai pas plus, il se reconnaîtra. Et il a dit que j'avais pactisé avec le diable. Mais Macky, il va te trahir. Mais Bourgi, il va te trahir. Il leur a dit, les enfants, je connais Robert. Il ne trahit pas, il est normal qu'il voit, qu'il soit à l'écoute de tout le monde. De tout le monde. Je le lui disais. Il avait les noms.
et c'est au cas de l'administration, n'ont jamais été touchés. N'ont jamais été touchés. À l'époque, le Premier ministre, c'était Amadouba, que je tenais au courant. Il me dit, ah, je vois qui c'est, je vois qui c'est. Il était là quand j'étais à la Direction Générale des Impôts, quand j'étais ministre des Finances. Mais tu fais bien de les fréquenter. Mais Amadouba n'a jamais dit du mal de ces gens-là. C'est pour cela que ce soir, je lui dirai, oublie d'être chef de parti, Oui. tu es au service du pays et tu aides les jeunes. Il a un carnet de relations, Cathy, tout à fait extraordinaire. Oui. Je l'ai vu. Je ne suis pas un ami de Macron. Je vote pour lui, mais je ne suis pas un ami de Macron. Oui. Encore moins de Hollande. Macron, je le supporte parce qu'il est très ami avec Sarkozy. Et comme Sarkozy, je lui dis tout, mon ami, Oui. et il le tient au courant. Bon, peu importe. Et Amadouba, assis à l'hôtel, il peut appeler n'importe qui en France. Je dis bien n'importe qui en France. Du PS, des Républicains ou autres, il est très respecté. Il les connaît. Je vais lui dire, Amadou, mets ça à la disposition des jeunes. Il faut que tu les aides. C'est pas les jeunes stricto sensu que tu aides, c'est le pays. Oui. Le pays traverse une période difficile. Il faut être conscient. Il faut être conscient. La France est dans un piteux état, mais le Sénégal aussi traverse une mauvaise période. À lui de les aider. Voilà. Maintenant, parlons de ça, de la demande et le souhait que vous avez formulé à Amadouba envers ce nouveau gouvernement. Pensez-vous que l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, tend vers une réconciliation ou une collaboration avec ce nouveau régime qui est là actuellement? Vous savez, j'ai vu une seule fois, Cathy, j'ai vu une seule fois le président Macky Sall depuis 9 mois. Je l'ai vu rapidement à Paris dans le cadre de sa mission, la mission que lui a confiée le président Macron. Et je lui ai parlé une seule fois, j'avais été hospitalisé, il m'avait appelé de Marrakech pour prendre de mes nouvelles à l'hôpital. J'étais très sensible à cet appel. Mais il ne m'a rien confié. Mais Macky a un besoin vital du Sénégal. C'est un paysan. Senghor, chantre de la négritude, femme nue, femme noire, Ramon Malan, Hosty et autres, et il n'était bien qu'en Normandie. Abdoulaye Wade, il est bien à Versailles. Ouais. Macky Sall, il est à Marrakech, mais son cœur bat pour le pays ici, parce que c'est un paysan. Il est profondément paysan, et il a besoin du pays. Quand je lui ai parlé, j'étais à l'hôpital. Enfin, je m'en étais sorti, hein, je n'étais pas mourant, mais j'avais subi une opération, enfin, qu'à l'âge que j'ai, on subit de temps à autre. Ouais. Et je lui ai dit, Président, comment vois-tu les choses? Il m'a dit, tu sais, le pays me manque. Marème aussi, l'air du pays nous manque. Et c'est là que je lui dis, il est évident que le sol, le sable de Fatick, le sable de Ngor, le sable de Cambérène, et l'air et l'odeur du pays sont quelque chose qu'on n'oublie jamais. On a besoin de ça. Et hier, souvenez-vous, c'est hier, j'ai dit que le président Macky Sall ne reviendra jamais à la politique. Et que le fait qu'il ait été candidat, c'était, d'après mon interprétation, c'était pour que son parti existe à ces législatives pour sauver un peu les jeunes pousses du mouvement libéral. Parce qu'il savait très bien
qu'à l'intérieur du parti qu'il avait créé, il y avait des hiérarques qui n'étaient pas les bienvenus, qui faisaient œuvre négative. Bon, c'est comme ça mon interprétation. Il est venu pour ça. Et j'avais dit à la question de votre consoeur Maïmouna, je lui ai dit, Maïmouna, Macky Sall ne reviendra plus jamais en politique. Et aujourd'hui, vous avez vu le communiqué. Aujourd'hui, alors Maïmouna m'a appelé, elle m'a dit, mais tu n'étais pas au courant, toi. Je lui ai dit, mais je n'étais pas au courant. Billah el Kitab, je n'étais pas au courant. Et les téléspectateurs français vont dire, bon, j'y vois, quelle langue. J'étais pas au courant. Et aujourd'hui, il l'a confirmé. Il a confirmé. C'est fini, il n'en veut plus. Et il est évident que je l'ai dit hier, ça fait sourire Maïmouna. Je lui ai dit, mais depuis quelque temps, les cabinets de juges d'instruction travaillent beaucoup, le parquet travaille beaucoup, quel que soit le parquet, ça travaille beaucoup. Et ça fait peur un peu. Oui. Et on va créer une haute cour de justice. Et moi, vous savez, à 79 ans et demi, on ne fait plus de projet. Tu vas à la banque, tu demandes un prêt de 10 euros, on va te dire revenez l'année prochaine. Oui. J'attends plus rien de la vie. Je veux voir grandir mes petits-enfants. Mes enfants sont grands, mes petits-enfants. Bon, moi, ce que je souhaiterais, véritablement, j'en appelle à ceux qui ont en charge l'État aujourd'hui, c'est de savoir adopter la philosophie de Mandela que j'ai rencontrée, avec lequel j'ai passé des heures, à la faveur de ma présence sur le bateau où Mobutu mourant a rencontré Kabila, Lutenika, et il y avait Mandela comme médiateur. Et j'ai passé plusieurs heures avec lui, un homme extraordinaire. Quand il est sorti de prison, après 25 ans de caillassage de cailloux, d'humiliation, de privation de nuit, de privation de sommeil. Boumougen des prisons, la première chose qu'il a faite, arrivé chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité son geôlier chez lui. Et il a fait la paix avec de Klerk. Je rêve de ça. Non, je rêve de ça. Que tous s'unissent et qu'on arrête les batailles, qu'on construise un Sénégal nouveau et de faire confiance à ces jeunes. Oui, ils ont fait de la prison. Oui, ils ont été molestés. Oui, ils ont été brimés. Oui, leurs conditions d'incarcération étaient détestables, condamnables. Mais arrive, nous sommes des musulmans. Nous sommes des hommes de paix. Il y a le pardon chez nous. On peut faire en sorte, unis, de refaire du Sénégal le pôle de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, la première base, vous n'étiez même pas nés, les trois là, la première base scientifique américaine, au moment où on lançait les satellites, ça a été Dakar. Quand vous dites à des congressistes, on va faire un congrès à Libreville, oh, Dakar, ils décollent même avant l'avion. Non, mais c'est vrai ce que je dis. C'est naïf ce que je suis en train de raconter. Mais le Sénégal, il a une place à part dans le concert des nations. C'est quelque chose de... je ne sais pas à quoi c'est dû. On peut construire la paix. Il faut arrêter celui-ci. Tu es chef de l'exécutif, Bassirou Diomaye Faye. Tu es le patron du pays. Ousmane Sonko, tu es un premier ministre. Il y en a un par génération. Et tu l'es. Et encore par génération. Mamadou Dia, c'est en 62 que son parcours s'est arrêté. Bon, mais vous savez, sur YouTube, quelquefois, il y a les conférences de Mamadou Dia, des entretiens. Je me délecte d'entendre ce vieil homme, pratiquement aveugle,
Mais ce verbe qu'il avait, cette sagesse qui émanait de lui, ce savoir qui émanait de lui, Sonko le possède. Sonko le possède. Je les ai tous connus. Je ne vais pas me faire des amis à cause de vous. Hein. Je n'en ai vu aucun. Ni sous Diouf, ni sous Wade, ni sous Macky Sall. Aujourd'hui, je m'adresse à eux. Dépassez ces querelles partisanes. Sachez lire le Coran. Vous inspirer des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous unir, accueillir, pardon. Qu'est-ce qu'on dit le jour de l'an? Bonne année. Je te pardonne le mal que tu m'as fait, et toi tu me pardonnes le mal que je t'ai fait. Faisons-le, multipliez ça par 1000. Moi ce soir je ne vais pas rater Amadouba. Oui. Ce soir je vais lui dire, tu te mets au service des jeunes. Et je serai heureux que tu prennes la photo quand tu seras avec Diomaye et Ousmane. Pendant 40 ans, j'ai vécu des relations franco-africaines nauséabondes, voire incestueuses, où le pouvoir français, infantilisait les partenaires africains. J'ai assisté. Et un jour, j'étais à l'hôtel Meurice, où il y avait Omar Bongo Ondimba, mon papa, puisqu'il m'appelait fiston. Il y avait Sassou Nguesso, qui m'a toujours appelé chef. Comment va, chef? Je lui ai dit, oh, Denis, quand tu es là, il n'y a pas de chef. Il me dit, non, toi, tu es le chef. Alors que depuis 2011, il ne veut plus me voir. Depuis les révélations que j'ai faites dans le JDD. Il ne veut plus me voir. Et il y avait un autre chef d'État africain que je ne nommerai pas, par décence et par pitié pour lui. Aujourd'hui, la France n'est plus la France que De Gaulle avait fait croire au monde qu'elle était grande et tout. La France, aujourd'hui, est une puissance moyenne. D'ailleurs, Michel Barnier lui-même dit que nous sommes quasiment en faillite. Bon. Niveau Grèce, et encore. Et encore. Et encore. Alors aujourd'hui, regardez, le président Diomaye Faye ne fait que voyager, d'ailleurs, c'est son rôle, faire connaître le Sénégal nouveau ailleurs. Il va où? Il va à Moscou. Il va à Moscou. Il a été à Paris, mais il va diversifier les relations diplomatiques du Sénégal. Aujourd'hui, la France n'organise plus de sommet franco-africain. Le dernier sommet franco-africain qu'il y a eu, c'est à Montpellier. Un seul chef d'État, Macron, avec des étudiants. Tous opposants, hein, tous opposants. Et le héros AUT de ces journées face à Macron, c'était un intellectuel d'un pays d'Afrique centrale. Et j'ai dit à un des collaborateurs de Macron, je ne connais pas le président Macron, mais je connais les collaborateurs, les amis. Je dis, demande à celui-ci qui insulte les régimes africains, demande-lui quel est son passeport. Il m'a dit, pourquoi veux-tu que j'aille lui demander quel est son... Je lui ai dit, s'il te plaît, demande-lui quel est son passeport. Il est allé le voir, il dit, quel est votre passeport? Il sort quoi comme passeport, d'après vous? Il insulte les chefs d'État en place. Un passeport diplomatique sénégalais, signé du président Macky Sall, alors qu'il était en train d'insulter Macky Sall et autres. Je lui dis, voilà le sommet que réunit Macron. Par contre, quand Poutine organise les sommets, vous êtes d'accord, plus de 15 chefs d'État africains ont couru vers Moscou. Et quand les Chinois organisent à leur tour des sommets, ils courent tous vers Pékin. Aujourd'hui, Diomaye Faye et Sonko, surtout Diomaye Faye, puisqu'il est le chef de la diplomatie, ont intérêt à jouer de ces antagonismes. Et ils jouent très bien. Et ils jouent très bien, madame. Très bien. Il a été en visite à Paris,
Mais la deuxième visite, sommet de la francophonie, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Oui. Et n'oubliez pas qu'à ce même sommet, mon ami Félix Tshisekedi, patron de la République démocratique du Congo, qui a été élevé au biberon de son glorieux père, Étienne Tshisekedi, papa Étienne, lui, il ne s'est pas laissé faire. À un moment donné, il a fait un reproche à Macron, à Paris. Il s'est levé, il a dit à sa délégation, suivez-moi. Ils ont quitté le sommet et ils ont quitté Paris. Ouais. Les temps ont changé, madame. Les temps ont changé. Et puisque vous ne me posez pas la question, mais vous allez me la poser, je regrette beaucoup que le président Macron ne soit pas là le 1er décembre. Exact. Parce que le crime, le massacre, ont été commis par un général français dans un camp militaire français. Massacre contre des soldats qui étaient allés au secours de la France, contre l'ennemi nazi. Et sans aucune reconnaissance, on les a massacrés. Vous savez, en 1947, madame, je suis certain que vous l'ignorez, vous. En 1947, il y a eu un autre massacre dans une colonie française, à Madagascar, en 1947. En 1947, il y a eu une insurrection malgache. Il y a eu 100 000 morts. Il y a eu 100 000 morts. Et j'ai eu cette chance d'être un ami de celui qui fut à la tête de l'insurrection et qui a été ensuite ministre des Affaires étrangères de son pays, Jacques Rabé-Manzar. Et il m'a raconté ce qui s'était passé. Un massacre. Il y a eu 100 000 morts malgaches. Vous le saviez? Vous le saviez, monsieur? Vous le saviez? Ça n'existe nulle part. 100 000 morts en 1947. C'était une insurrection menée par les Malgaches, les nationalistes malgaches, et leur parti s'appelait le MDRM, Mouvement de démocratie de la rénovation malgache. 100 000 morts. On n'en a jamais parlé. Et pourquoi? On n'en a jamais Mais parlé. parce que le pouvoir colonial avait intérêt à mettre la main dessus. À mettre la main dessus. Ça, nulle part. Vous le voyez nulle part. MDRM, souvenez-vous. Rabé-Manzar et Réchamp. Je les ai connus les deux. Je les ai connus quand j'avais 40 ans. Oui, 40 ans. Donc actuellement, vous nous faites des révélations dans l'histoire. Et aujourd'hui, cependant, vous avez dit tout à l'heure que vous avez assisté à énormément d'humiliations entre les Africains et les Français. Donc, ma question est la suivante. Pour vous, quelle est la stratégie que les dirigeants africains qui sont là actuellement pourraient adopter pour pouvoir se détacher définitivement de cet héritage, si je peux l'appeler comme ça? C'est simple. Gagnant-gagnant. Tu viens prendre mon pétrole. Tu veux plus de l'immigration. Tu viens prendre mon café, mon cacao. Tu ne veux plus de l'immigration. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Tu prendras le pétrole, tu prendras le gaz, tu prendras le café, tu prendras le cacao, tu prendras le phosphate, tu prendras les minerais de fer, mais les industries de transformation seront dans le pays où ces ressources sont exploitées. Industrie de transformation dans les pays, formation de la main-d'œuvre et des techniciens dans le pays, et quand ils seront bien expérimentés, vous aurez gagné de l'argent, et bien vous partez.
et vous laissez l'appareil de production entre les mains des autochtones. Et c'est comme ça qu'on on évitera, madame, l'immigration. Et ces centaines de pauvres vies noyées dans l'océan. Mais ça frise la démence. Dernièrement, Hambourg, je crois, c'est Hambourg, 150 morts, hein, c'est ça. C'est horrible, les photos empêchent de dormir. Voilà comment. C'est comme ça que je vois les choses. Gagnez de l'argent industriel étranger. Gagnez de l'argent. Prenez votre bénéfice et rentrez, envoyez-le, mais formez nos gens ici Oui. pour être dans 2, 3, 4 ans à même de faire tourner la machine. Et les industries de transformation ici. Et de prendre la relève. Alors, votre ouvrage, ils savent que je sais tout, donc qui est le nom. Donc, il dévoile des aspects secrets des relations franco-africaines. Cependant, vous, quel message souhaitez-vous que vos lecteurs, en particulier en Afrique, retiennent de votre récit? J'ai été interrogé par un média africain, Cimetière des tabous, je ne sais pas si vous connaissez, extraordinaire, des journalistes pointus, il y avait des sociologues et tout. Je leur ai dit, je m'adresse à la génération aujourd'hui et demain. Vous allez un jour diriger vos pays. Plus un sou ne doit aller des pays africains vers les autorités politiques étrangères. Moi, j'ai participé à cela parce que Chirac me l'avait demandé. Mais en 2005, j'ai tout cessé. J'ai tout cessé parce que j'avais des problèmes de conscience. Parce que je me rendais compte quand même, je voyageais dans ces pays, je voyais qu'avec le quart de ce que donnait le Congo-Brazzaville, le 8e de ce que donnait Mobutu, le 8e de ce que donnait Bongo, on aurait fait des écoles, des maternités, des dispensaires, des logements sociaux, des puits dans les villages et autres. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai dit à Villepin, tout puissant Premier ministre de la République française, il m'avait dit, vous savez, le président souhaiterait que... Je lui ai dit, il n'y a plus d'élection. Il va souhaiter quoi? Je lui ai dit, moi, j'arrête. Et j'ai dit à Villepin, à Matignon, je lui ai dit, moi, j'arrête. C'est fini. Ne comptez plus sur moi. Je continuerai à faire l'émission que j'ai continué à faire, voilà. Il est bon. Argent terminé. Argent terminé. On voit aussi que par rapport à votre livre, est-ce que vous avez le sentiment actuellement de vous être racheté vis-à-vis de l'Afrique, étant donné que vous avez souligné dans plein d'interviews que vous regrettiez tout ce qui s'est passé? Je le regrette profondément. J'ai demandé pardon au peuple gabonais. Je l'ai demandé. Et puisque vous m'y invitez, il n'y a pas eu cela au niveau du Sénégal. Il y a eu une seule fois un don d'argent du président Wade au président Chirac. $1 million que Karim Wade avait donné à Villepin. Je ne peux pas demander pardon à mon pays natal parce qu'il n'y a pas eu ce trafic. Mais j'ai demandé pardon aux Gabonais, j'ai demandé pardon au Burkina Faso, j'ai demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Ici, je ne vais pas demander pardon parce qu'il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas eu. Au contraire, j'ai aidé dans le sens contraire. Je me rappelle quand j'étais conseiller politique du ministre de la Coopération, 86, 87, 88, Michel Auria, qui était ministre plein de la Coopération, était venu à Dakar. Je suis heureux que cette émission passe parce que ça va rappeler des choses au président Diouf. Oui. Diouf m'avait reçu, il m'avait dit, mon petit frère, je dis quoi, grand? Il me dit, il faut des puits. Il faut des puits. Je lui dis, mais tu veux des puits où? Il me dit, à Louga, chez la vieille. Sa maman habitait Louga. Et chez la vieille, fait des puits. À Saint-Louis, il faut des puits. Lenguer, il faut des puits. Daramousti, il faut des puits. J'ai fait la comptabilité, il fallait 50 puits. J'ai dit, Baïma, Abdou, Baïma, Mom. Donc on se réunit au palais.
Il a dit, bon, Monsieur le Président, il faudrait savoir quels sont vos besoins. Je lui ai dit Michel, parce que je l'appelais Michel, le ministre de la Coopération. Je lui ai dit, moi, c'est moi qui vais vous répondre, pas Moustapha Niasse, qui était ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, voilà, il faut des puits, c'est-à-dire des puits. Je lui ai dit, il faut 10 millions CFA par puits. Et il y a eu 10 millions CFA par puits. Ensuite, on a offert les caméras de télévision. À l'époque, c'était SECAM. C'était les... Abdou Diouf avait demandé une dizaine de caméras, vous savez, il les a obtenues. Il va être content, Diouf, que je lui rappelle cela. J'ai vécu de ces choses. Le chef d'État qui s'est plié en deux pour saluer Villepin, alors qu'il est président de la République. Je ne donne pas son nom. Mais vous vous souvenez très bien de lui. Oh oui. Je le lui rappelle quelquefois. Quand il me voit, il me dit, tu ne vas pas me raconter encore ça. Je lui dis, mais je vais te raconter ça. Alors, ma toute dernière question par rapport à cette entrevue, c'est regrettez-vous d'être perçu par certains actuellement, d'être seulement la personne qui faisait les liens entre l'Afrique et la France? Je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. J'étais quand même un Sénégalais, dominant. Il faut parler des choses comme elles sont. Dominant, musulman, Sénégalais, et j'étais au centre du pouvoir en France pendant 30 ans. Je suis content de ce que j'ai fait. Mais ce dont je souffre, je vous l'avoue aujourd'hui, c'est les attaques dans... comment ça s'appelle? Les TikTok, les réseaux sociaux. TikTok, quand il est en mission, il est dangereux, il va faire ceci, il va renverser... Tout ça, c'est faux. C'est ça que je regrette. On me colle une image vraiment que je ne mérite pas. Que je ne mérite pas. Parce que je puis vous avouer, Chirac, je l'ai bien attaqué dans le livre. Sarkozy, pas du tout, parce que j'aime Sarko. Et combien d'appartements, combien de dizaines d'appartements à la demande de Diouf, à la demande de Wade, à la demande de Macky, Jacques Chirac a donné de la ville de Paris, parce qu'il a été maire de Paris. Combien de dizaines d'appartements, combien de visas Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de Chirac, président de la République, a-t-il donné quand Macky Sall me disait grand frère, il y a ça, je te donne la liste parce que, tu sais, c'est les parents de Fatigue, c'est les parents de Kébémer, des parents de... On réglait les problèmes. Et à la manœuvre, il y avait qui? Il y avait le dominard, qui est en face de vous. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et les appartements, les HLM. Aujourd'hui, c'est impossible. Je ne connais ni Hollande, je ne connais ni Macron. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. À l'époque, mais Wallah al-Azim. Vous comprenez ce que je dis? Wallah al-Azim. Téléphone. Je lui dis quoi? Président, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, oh, je vais te demander un service, grand frère. Je lui dis quoi? Il me dit, j'ai la famille qui arrive, mais il n'y en a aucun qui a le visa. Ils sont dans mon avion, mais personne n'a le visa. Je lui dis, oh, tu aurais pu me prévenir avant. J'ai appelé. Les ordres étaient donnés à Roissy. 2 flics allaient chercher les gamins à l'avion. Allez, hop! Et on montait dans le combi Volkswagen, plaque diplomatique. Allez, on rentrait. À la manœuvre, il y avait qui? Il y avait Bourgi. Et les bourses. Mais ça, j'étais omnipotent. Mais depuis qu'il y a Macron, depuis qu'il y a Hollande et Macron, plus rien. Plus rien. On ne peut plus rien. On n'a plus personne dans les rouages de l'État. Toutes les portes ont été fermées. Pardon? Je dis, toutes les portes ont été fermées par Hollande et Monsieur le Président. Et cette histoire de visa coûte cher à la France. Parce que d'autres pays vous accueillent.
les États-Unis, le Canada et d'autres pays en Occident, en Europe, et la France, politique des visas. Les gens sont... Mes amis sénégalais, bon, on a grandi ensemble avant vous, mais on s'est retrouvés à Paris, tous, les Moustapha Niasse et compagnie. Allez voir le papa Moustapha. Il vous dira, mais on était avec Robert et Albert. On était heureux, on buvait le café qui durait 3 heures. Mais c'est à l'université, c'est au campus, c'est à la cité universitaire, c'est en vivant ensemble la condition d'étudiant qu'on forge des amitiés. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les amitiés sont forgées aux États-Unis. Vous le savez bien, combien de familles sénégalaises ont leurs enfants aux États-Unis? Des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Quand ce n'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. C'est autant de valeurs qui manquent à la France aujourd'hui. Et De Gaulle, là aussi, a été oublié. Le général de Gaulle, il était ce qu'il était, mais il avait une prescience de l'avenir terrible. Il avait dit, Foccart, sommes-nous sur la bonne route? Mais il dit, mais mon général, il lui a dit, n'oubliez pas Foccart, je ne serai plus de ce monde, l'avenir est au métissage. L'avenir est au métissage. La diversité. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous en prie, Cathy. Ça a été un plaisir de parler à mes jeunes frères et sœurs sénégalais. Merci beaucoup. Un honneur de vous avoir reçu sur notre chaîne Wow Africa TV. Comme vous avez vu, chers internautes, aujourd'hui, on a reçu M. Robert Bourgi qui nous a accordé cette entrevue. Nous vous remercions d'avoir suivi à l'écoute d'eux. J'espère que vous l'avez bien écouté et vous avez bien compris tout ce qu'il a partagé avec nous. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de À l'écoute d'eux. Merci beaucoup.